sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Nous abordons notre deuxième sujet. Nous restons toujours en Guinée-Bissau pour parler de la CEDEAO qui est encore à l'épreuve d'un nouveau coup d'État à la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. CEDEAO n'en finit pas avec de telles épreuves. On a vu sa réaction pour les derniers coups d'État, en tout cas l'avant-dernier, c'était pour celui du Niger. Les réactions ont fait que la CEDEAO a un peu changé de stratégie face au coup d'État de la Guinée-Bissau. Une délégation est envoyée, mais apparemment ça se complique déjà par rapport à la vision, d'atteindre la vision assignée à cette délégation de médiation. La CEDEAO fait face à une nouvelle crise qu'il va falloir gérer avec beaucoup de tact. Credo. Oui, je ne sais pas dans quel vase d'énergie la CEDEAO va puiser. Aujourd'hui, avec cette impossibilité, on le disait tantôt, pour cette commission électorale de poursuivre le dépouillement ou bien aboutir à la proclamation des résultats. Parce que dans ce genre de médiation, la délégation de la CEDEAO ira avec les bonnes intentions contenues dans le protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance pour dire plus de place au coup d'État, donc il faut revenir ou bien il faut retourner à l'ordre constitutionnel et l'ordre constitutionnel, c'est que les militaires puissent débarrasser le plancher. Donc c'est impossible aujourd'hui que les militaires entendent raison malgré toutes les voies diplomatiques et de pression douce qui seront exercées sur ces nouvelles autorités bissau-guinéennes. Donc là, la médiation s'annonce assez complexe pour les médiateurs de la CEDEAO et il faut dire, c'est vrai, il y a le président du Conseil togolais qui est associé à cette médiation, qui a les outils nécessaires pour mener cette médiation, mais l'environnement sociopolitique ou bien l'environnement politique au niveau de la Guinée-Bissau rend ce travail assez ardu, rend cette médiation assez complexe et on peut d'ores et déjà envisager pas un plein succès à cette médiation, mais à ce que les autorités et les nouvelles autorités de la Guinée-Bissau puissent camper sur leur intention de faire une transition d'un an, quitte à faire une ouverture pour dire après un an, nous allons organiser de nouvelles élections. Donc si on s'en tient également à ce délai, donc c'est dire que des actions seraient menées sur le plan politique pour rendre inéligibles certains caciques de l'opposition. Et ça va commencer, ça va se perpétuer par l'inéligibilité de monsieur Domingos Simones Pereira et également l'impossibilité pour le candidat de l'opposition Fernando Diaz qui aujourd'hui bénéficie d'un asile politique accordé par le Nigeria, donc il n'a pas encore quitté le territoire de la Guinée-Bissau, mais avec cet asile politique, c'est le plan de monsieur Sissoko qui est en train, Embalo Sissoko qui est en train de connaître un succès parce qu'il voudrait écarter aussi loin possible ses amis d'hier. Je rappelle que Embalo Sissoko était membre du PAIG et GC, le parti de DSP, de M. Pereira. Donc c'est à partir d'une dissension interne ou bien d'une ambition démesurée qu'il a quitté le PAIGC pour aller créer le MADEM. Donc le MADEM est avec tout ce que nous avons constaté sur le terrain bissau-guinéen. Aujourd'hui, Embalo Sissoko est dos au mur et il a accepté jouer, disons, ce rôle d'imposteur de la démocratie, de fossoyeur de la démocratie. Donc il n'a pas été fair play, il aurait pu laisser le processus se dérouler normalement que d'organiser ce faux coup d'État. Et ce qui complique réellement la tâche pour la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO, qui avait brandi la menace d'une intervention militaire dans le cas du Niger, mais face aux critiques, la CEDEAO a évité justement de tenir un langage de pression face à la Guinée-Bissau. Mais à voir la situation, est-ce qu'il y a encore de l'espoir pour cette médiation de la CEDEAO, Louis? Non, nous ne voyons pas la face. Je l'ai dit tout à l'heure que ça va être très très compliqué pour ces médiateurs, d'autant plus que on pensait justement s'appuyer sur les résultats des élections
pour commencer une certaine négociation ou bien pour pouvoir mettre mettre à table en fait les différents protagonistes. Mais aujourd'hui, ce pourquoi on pourrait s'appuyer justement pour proclamer ces résultats-là, ce sont des éléments qui sont désormais inexistants. Ça veut dire tout simplement qu'il n'y a pas de matière, il n'y a pas de preuves tangibles. Donc c'est pour vous dire que tout est à refaire, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais quand vous voyez aujourd'hui, vous allez justement vous rendre compte que la CEDEAO en soi, elle est confrontée à ce défi de coup d'État. Dans la sous-région, nous sommes en 2025, c'est-à-dire que de 2020 jusqu'à ce jour, de 2020 à 2025, l'espace, la sous-région a connu 7 coups d'État. 7 coups d'État, je pense que c'est trop. Il y a eu des coups d'État dans 2 pays, notamment au Mali, au Burkina Faso. Il y a eu un coup d'État au Niger, il y a un coup d'État en Guinée-Conakry, il y a un coup d'État également, le dernier dont on parle, c'est celui de Guinée-Bissau. Ce sont des coups d'État militaires, mais en dehors de cela, il y a des coups d'État constitutionnels. Sauf que parfois, ça n'engendre pas trop, ça ne fait pas assez de remous parce que ça se fait par forcing et par bisecte en fait, par des gens qui l'opèrent. Mais quand vous voyez aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un défi majeur auquel la CEDEAO est confrontée aujourd'hui et l'institution doit à un moment donné taper du poing sur la table. Il faut que l'institution mette les moyens à sa disposition pour parvenir, ou bien pour qu'elle ait les moyens de sa propre politique. Parce que quand vous voyez, à chaque fois qu'il y a coup d'État, la CEDEAO prend des sanctions. Quelqu'un disait la dernière fois sur ce plateau qu'on a l'impression que c'est un communiqué préétabli que l'institution a et qu'à chaque fois qu'il y a un coup d'État, on change juste le pays, on change la date, on met la signature et on revient avec les mêmes thèmes. Donc on sait à peu près qu'à chaque fois qu'il y a coup d'État, on sait la démarche que l'institution va justement suivre. Aujourd'hui, ça devient compliqué. Ça veut dire que l'armée, souvent parce qu'on parle de coups d'État militaires, l'armée qui pépère souvent ces coups d'État-là, sait souvent à quoi s'attendre. C'est pour cela que le métier, c'est pour cela que l'opération lui est facile aujourd'hui. L'armée sait que si elle perpètre un coup d'État, on va sanctionner, on va dire que le pays est suspendu des instances décisionnelles de la CEDEAO. On va peut-être procéder au gel des poutistes. On va, des sanctions. Au gel des avoirs. Le gel des avoirs, des sanctions toutes faites dont vous avez connaissance. Donc aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui ne fait ni chaud ni froid en fait à ceux qui nourrissent en fait l'ambition, bien qui nourrissent l'espoir justement de venir d'accéder à la magistrature suprême à travers un coup d'État. Donc je crois que les sanctions même en soi, quand vous les prenez, ce sont des sanctions qui aggravent les problèmes plus que elles ne résolvent. C'est des sanctions. Mais dans ce cas, la menace ou bien le ton ferme que la CEDEAO avait tenu face au Niger ne serait-il pas plutôt beaucoup plus adapté à la Guinée-Bissau qu'au Niger? Non, le ton a été fait, mais quel a été le résultat? C'est-à-dire que si à un moment donné vous haussez le ton, mais les résultats ne s'en suivent pas, donc tout le monde va se dire que c'est juste un moyen de pression et qu'en réalité vous n'êtes capable de rien. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui à l'institution. Ce n'était pas, c'est-à-dire que je faisais quand même partie de ceux-là qui disaient que c'était pas la meilleure option d'avoir justement activé une force d'attente pour réhabiliter Mohamed Bazoum en temps au pouvoir. Parce qu'on connaît à peu près le contexte dans lequel le général Tiani a pris le pouvoir là-bas au Niger. Mais si vous n'avez pas les moyens de votre politique, ne vous enfarturez pas dans un effet d'annonce. Surtout que nous parlons d'un sujet aussi sensible et que au XXIe siècle, l'armée nous donne un signal. L'armée nous fait croire que quand on parle de la gestion de la chose publique, on doit forcément l'impliquer. Donc, si vous faites des annonces du genre et que vous n'avez pas les moyens justement d'y arriver, donc ça veut dire que ça encourage plus que ça ne décourage. Donc, c'est aussi ça. Donc, c'est pour dire que les gens disent qu'il y a eu cette faiblesse-là de la part de la CEDEAO qui n'a justement pas les moyens de sa politique. Donc, ça leur ouvre la voie de faire tout ce qu'ils veulent. Alors, Credo Tété, comment analyser le courage ou bien l'idée
que les gens ont eu d'aller faire un coup d'État ou peut-être d'aller planifier un coup d'État, si je reste dans votre logique, puisqu'on sait que la sous-région est carrément contre les coups d'État. On a vu toutes les brouilles, les embrouilles plutôt qu'il y a eu entre la CEDEAO et les pays qui ont commis des coups d'État. Où est-ce que la CEDEAO a été faible au point où, après 6 coups d'État, on est encore à l'idée de faire un coup d'État dans la même sous-région? Non, je crois que la CEDEAO a beaucoup plus péché disons, dans la faiblesse de ces tests, parce qu'il n'y a pas de moyens de coercition pour ces militaires qui ont fait le coup d'État. Vous avez vu comment la CEDEAO a géré les cas des pays de l'AES, surtout avec cette focalisation sur le cas du Niger, où celui qui s'est auto-fait un coup d'État aujourd'hui en Guinée-Bissau avait vociféré sur tous les toits, montré les biceps pour l'activation de la force en attente de la CEDEAO pour aller déloger en 7 ans le général Tiani. Mais on a vu également l'échec même de ces actions au biceps de la CEDEAO. Donc maintenant, c'est vrai, la CEDEAO a des mécanismes. Et ces mécanismes découlent de ce protocole additionnel sur la démocratie et la bonne gouvernance. On sait, comme Louis le dit, que lorsqu'il arrive de ces genres de cas, donc la première étape, c'est de sortir un communiqué pour dire que la CEDEAO n'est pas d'accord, qu'on condamne le coup d'État et qu'on demande le retour à l'ordre conditionnel. Donc ça, on sait que c'est la première démarche. La seconde démarche, c'est celle de la médiation. Et celle de la médiation, dans le cas bissau-guinéen, est aujourd'hui assez complexe. Parce que ce n'est pas pour rien que la commission électorale de la Guinée-Bissau a clairement signifié à ses émissaires de la CEDEAO comme quoi étant dans les possibilités de proclamer aujourd'hui les résultats, parce que n'étant plus en possession des procès-verbaux et des compilations qui ont été faites, vu l'intrusion dans leurs locaux des hommes armés qui intentionnellement ont provoqué cette situation d'impossibilité ou bien d'incapacité pour la commission électorale de proclamer les résultats. Maintenant, la CEDEAO a l'épreuve des coups d'État, donc c'est que la CEDEAO doit s'interroger. La CEDEAO doit réfléchir sur ces mécanismes existants, voir là où il y a de failles, quels sont les tests à renforcer et être aussi objectif et pragmatique. Et là, je me dis, on n'a plus besoin d'avoir des dirigeants de la CEDEAO, que ce soit des commissaires qui soient volubiles, qui se prennent pour le nombril du monde et qui sont dans un rôle de donneur de leçons. Donc, on doit être assez pragmatique sur le terrain. Donc, on ne doit pas aller comme des gens qui vont uniquement à la chasse. Et c'est là où je disais, je salue encore la posture qu'avait adoptée le président du Conseil togolais, en ce moment il était président de la République, surtout dans le dossier nigérien, qui n'a pas été tout à fait d'accord avec la manière qui a été employée, parce qu'il disait il faudrait beaucoup plus, au lieu de montrer le biceps de la CEDEAO, aller connaître les réalités du terrain et voir dans quelle mesure prendre langue avec les autorités. Vous avez vu que dans un premier temps, il n'a pas été suivi, mais les résultats sur le terrain ont ramené les dirigeants de la CEDEAO à suivre sa posture. Mais malheureusement, le temps était assez perdu. Donc, quelle doit être la posture de la CEDEAO? Donc, il faut que la CEDEAO même soit repensée. Il faut qu'on repense les outils ou bien les mécanismes de la CEDEAO pour faire face à ces genres de situations. C'est vrai également qu'au niveau de la commission de la CEDEAO, il y a une division qui s'occupe de la médiation et il y a également une division qui s'occupe de la prévention. Donc, il faudrait que la CEDEAO puisse accompagner les dirigeants pour être beaucoup plus dans la prévention. Parce que lorsque la situation se présente, nous constatons l'impossibilité et l'incapacité de la CEDEAO de faire respecter les principes ou bien les tests qu'ils se sont donnés. Donc, quoi dire, aujourd'hui, la situation est assez exécrable du côté de la Guinée-Bissau, mais elle l'est beaucoup plus au niveau de la CEDEAO qui doit réfléchir ou bien revisiter
ces tests pour voir dans quelle mesure ils peuvent intervenir et surtout choisir des gens qui ont le verbe assez doux pour pouvoir parler aux interlocuteurs. Ce n'est pas parce qu'on est au niveau de la CEDEAO qu'on est des extraterrestres, qu'on est des supra-hommes, où on doit penser donner des ordres au pays. Parce qu'il nous en souvient. Il y a toujours cette question de souveraineté des États qui est invoquée à un moment donné. Merci beaucoup à vous, Credo Tété. Alors, Louis Kamako, est-ce à dire aujourd'hui qu'on ne peut plus avoir peur d'une communauté qui met pression, on ne peut plus avoir peur d'une communauté internationale qui sanctionne au point de ne plus vouloir, peut-être pour des ambitions démesurées, couper ou changer l'ordre constitutionnel à sa guise, parce que face aux différentes épreuves, vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait le 7e coup d'État depuis 2020, finalement, est-ce que ça n'ouvre pas la voie à toutes les dérives? Bien sûr, ça ouvre la voie à toutes les dérives possibles. Et aujourd'hui, ce qu'il faut rapidement dire, c'est que personne n'a plus peur de la CEDEAO. Mais quelque part, on peut trouver une circonstance atténuante à cette institution sous-régionale, parce qu'à la base, l'objectif en fait affiché ou bien l'objectif attribué à cette institution par les pères fondateurs, c'était un instrument à la quête ou bien un outil de développement économique, d'intégration économique de la sous-région. La CEDEAO n'avait pas pour vocation de résoudre les problèmes politiques. Mais à un moment donné, puisque les choses changent, il faut vivre conformément au temps. La CEDEAO a voulu s'adapter aux situations parce que à un moment donné, les dirigeants ou bien les gouvernements ont remarqué que pour avoir une économie forte, il faut justement avoir une bonne gouvernance. Il faut que la politique soit une politique humaine. Il faut que la politique en fait réponde en fait à l'attente en fait du peuple. C'est pour cela qu'à un moment donné, la CEDEAO a revisité ou bien a revu un certain nombre de ces tests-là qui lui permet aujourd'hui de se prononcer sur des coups d'État qui sont des sujets purement politiques. Maintenant, quand vous prenez des décisions du genre, je crois que je risque de me répéter, il faut que vous ayez également les moyens de votre politique. Aujourd'hui, ce qui fait défaut ou bien ce qui constitue l'obstacle pour cette institution, c'est que nous avons des dirigeants qui adoptent des thèses, mais qui donnent des thèses, mais qui n'arrivent justement pas à respecter. Credo disait tout à l'heure qu'il y a ce protocole additionnel de la CEDEAO et on voit combien de fois les dirigeants ont du mal justement à respecter ce protocole-là. Je ne veux pas revenir là-dessus parce qu'on en parle ici tout le temps. Je ne veux pas revenir là-dessus. Mais quand vous voyez, à un moment donné, on a l'impression que la CEDEAO, l'institution même, est devenue un groupe de copains ou bien de confrères ou bien de consoeurs qui sont solidaires dans le mal. Je le dis parce qu'à chaque fois qu'il y a un coup d'État, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un chef d'État veut triturer la Constitution ou bien veut commettre une forfaiture, il s'appuie justement sur cette institution-là. On provoque une crise de façade et on demande à l'institution de venir à la rescousse en organisant souvent des dialogues. Ces dialogues-là, c'est pour perdre du temps à l'opposition. Alors que c'est aussi le rôle d'une communauté de prévenir le mal en organisant les dialogues entre des acteurs qui ne s'entendent pas. C'est tout à fait normal. Justement, mais sauf que ces crises-là, les crises qui amènent la CEDEAO à instaurer le dialogue, ce sont des crises fabriquées par des dirigeants. Ceux qu'ils ne veulent pas, ceux qui veulent s'inscrire dans la longévité, ceux qui veulent s'inscrire dans la durée, ceux qui veulent mourir au pouvoir, ceux qui veulent posséder un coup d'État constitutionnel. C'est eux qui créent cette crise-là et ils appellent la CEDEAO de venir à la rescousse en organisant ces dialogues, des dialogues qui parfois sont ouverts, qui ne sont jamais fermés. Ça, c'est la première raison. Vous avez également des dirigeants, comme je l'ai dit aujourd'hui, avec l'avènement de l'AOS, c'est-à-dire que la CEDEAO même s'est éclaboussée en deux. Il y a des États aujourd'hui qui sont plus proches de l'Alliance des États du Sahel que de la CEDEAO même. Donc ça veut dire que l'institution, quelque part, d'autres vous diront que l'institution, elle est dépourvue aujourd'hui de toute sa substance. Ça veut dire que cette institution-là, vous m'excusez le terme, n'existe que de nom. Le président Talon l'a dit que la CEDEAO
n'est rien, mais la CEDEAO représente quelque chose. Ça veut dire tout ce que ça veut dire. Donc aujourd'hui, je pourrais peut-être chuter par là en disant que on peut au moins se réjouir qu'aujourd'hui, cette institution-là s'est éclatée à deux, parce que de l'autre côté, il y a l'Alliance des États du Sahel, il y a l'AOS. Avec cette entité-là, on va se permettre à chaque fois une petite comparaison entre les deux institutions. Parce que si on est arrivé justement à cela, c'est parce que ceux qui aujourd'hui forment l'Alliance du Sahel déplorent la même situation dont nous débattons aujourd'hui, c'est-à-dire que les faiblesses de la CEDEAO, une institution qui n'a jamais été aux côtés du peuple martyrisé, mais qui, pour les uns les autres, est peut-être un regroupement de copains qui sont solidaires dans le mal. Voilà. Merci beaucoup. Non, je voudrais juste nuancer quelques propos de chute de mon confrère Louis pour dire, en fait, la CEDEAO a même en elle-même débuté une métamorphose, une transformation. Parce que la CEDEAO des chefs d'État s'est métamorphosée, vit toujours cette métamorphose en la CEDEAO des peuples. Donc là, il va falloir, donc ça ne sera pas un coup de baguette magique. Donc il va falloir que la CEDEAO puisse jouer convenablement son rôle avec des moyens de coercition à sa disposition. Et ce sont ces moyens de coercition qui manquent et qui amènent à des interprétations. Vous savez, il y a également la nuance à faire. La CEDEAO, à sa création, c'était l'intégration économique. Mais l'intégration économique ne pourra être valable que lorsque le climat sociopolitique est assaini. Donc c'est la dimension politique qui amène également à mettre en place des outils ou bien des mécanismes de prévention des conflits. Et si vous étudiez les tests, la CEDEAO dispose de très bons tests, mais c'est l'application sur le terrain qui pose problème. Si nous prenons la prévention des conflits, il y a des mécanismes, il y a des outils, il y a des stratégies qui y sont. Et ce sont de très bons outils dont dispose la CEDEAO. Donc tout n'est pas si mauvais au niveau de la CEDEAO, mais on peut reprocher à la CEDEAO à un certain moment que certains hommes d'État ont voulu transformer la CEDEAO en un outil d'oppression contre d'autres entités humaines. Donc voilà là où le problème se trouve. Sinon, la CEDEAO a de très bons tests, mais comme je le dis, lorsque les dirigeants n'ont pas les moyens de leur politique, on ne peut que vivre ces réalités, même si ces réalités sont amères. Donc aujourd'hui, que peut la CEDEAO face aux épreuves de coup d'État? Donc la CEDEAO est dans l'impossibilité de juguler cela, mais cela ne voudrait pas dire que la CEDEAO ne devrait pas s'appuyer sur la prévention des conflits. Et la prévention des conflits, ce sont des actions qui sont faites en amont pour que les gens ne puissent, ou bien que les entités de l'opposition comme du pouvoir ne puissent arriver à des situations extrêmes. Donc il va falloir que nous puissions faire cette nuance. Tout n'est pas rose au niveau de la CEDEAO, je l'admets, mais tout n'est pas si mauvais. Donc ce sont à un certain moment les hommes qui intègrent ou bien qui dirigent cette CEDEAO qui ont pris des postures, qui ont jeté de l'anathème sur le regroupement régional. Merci beaucoup à vous tous pour vos contributions. Nous allons marquer la pause pour le journal, puis on reviendra tout à l'heure pour la suite de cette émission.